On passe à la dernière partie du cours d'aujourd'hui. En fait, on va refaire un peu de modélisation. Alors pourquoi en refaire alors qu'on a déjà fait deux cours dessus, avec le modèle conceptuel des données, le modèle logique, le modèle physique des données? Eh bien parce que déjà on va donner un nom et un contexte à cette modélisation qu'on a faite lors des deux premiers cours, et puis on va montrer qu'il y a un autre type de modélisation qui ressemble mais qui est un peu différent, qui s'appelle UML, et qui permet de faire plus de choses. Donc voilà, je tenais à vous en parler dès cette année. Il est possible que vous l'utilisiez en projet tutoriel l'an prochain. Euh, L'idée c'est que UML sert aussi à modéliser des programmes informatiques, pas juste des bases de données. Alors, revenons à ces trois modèles qu'on avait vus, le modèle conceptuel, le modèle entité-association, le modèle logique des données et le modèle physique des données, qui tous les trois permettaient de décrire un modèle relationnel, donc entre entités ou entre tables, dans une base de données. Eh bien, en fait, tout cela, ça fait partie de la méthode Meurize. C'est une méthode qui a été conçue pour analyser, concevoir et réaliser des systèmes d'information. Et donc, en particulier, ça ne marche pas seulement pour les bases de données, ça marche en fait pour exprimer le besoin. Alors, en fait, là, vous n'avez pas dans ce petit schéma justement la phase exprimer le besoin, c'est-à-dire on part du cahier des charges finalement. On déduit du cahier des charges le modèle entité-association. Vous voyez, c'est tout à fait ce qu'on fait en projet tutoré de première année, où je vous ai dit dans l'étape 1 du livrable que vous devez me rendre dans une semaine, qu'il fallait commencer par faire la liste de tous les récits utilisateurs, tous les user stories que vous allez vouloir mettre dans votre site. Donc c'est vraiment exprimer le besoin qu'auront vos internautes quand ils visitent votre site. Ensuite, justement, on peut créer le modèle conceptuel, les modèles logiques, les modèles physiques, et ensuite arriver au langage SQL tout à la fin. Donc voilà, la méthode Meurice va prendre en charge ces 4 premières étapes. Et justement, ces différents schémas qu'on a vus au premier cours, ça fait partie de la modélisation Meurice. Donc c'est le modèle conceptuel des données de Meurice, puisque vous voyez, Meurice a d'autres modèles, mais le modèle conceptuel des données de Meurice, eh bien, c'est ce qu'on avait vu euh, au début de ce cours. En fait, il y a un autre modèle qui existe aussi, UML, hein, vous voyez, qui s'appelle Unified Modeling Language en anglais. Et donc ce côté unified, un modèle unifié, ça veut dire qu'il marche pas seulement pour les bases de données, mais qu'il marche aussi pour, euh, par exemple, des algorithmes. On va le voir dans les diapos qui viennent. En fait, c'est un langage qui est dédié à ce qu'on appelle les objets. Nous verrons par la suite ce semestre que JavaScript est un langage objet, donc c'est pour ça que ça marche bien pour décrire des programmes en JavaScript, des scripts en JavaScript. Et dans UML, en fait, vous avez plusieurs types de diagrammes, et celui qui nous intéresse pour les bases de données, mais aussi pour la programmation, c'est le diagramme de classe. Et donc, vous voyez, ces diagrammes, c'est un langage visuel en quelque sorte pour représenter un modèle de base de données. Et donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est quel lien on fait entre le modèle conceptuel des données de Meurice, donc ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et ce nouvel outil, le diagramme de classe UML, qui permet de faire davantage de choses. Alors, il y aura un petit tableau comparatif à chaque fois avec Meurice à gauche, UML à droite. On a donc déjà vu les entités du modèle conceptuel des données de Meurice, avec les identifiants, enfin un identifiant ou plusieurs champs qui sont combinés pour servir d'identifiant, et d'autres attributs. Eh bien, vous voyez, en UML, c'est à peu près pareil, sauf que, déjà, on appelle plus ça entité, on appelle ça classe, dès maintenant. Vous voyez, on n'a pas besoin d'attendre le modèle logique, en fait, UML, il intègre directement des classes. Donc, vous pouvez peut-être comprendre que c'est quelque chose d'un peu plus technique que Meurice, parce que le modèle conceptuel des données de Meurice, vous pouviez le montrer à un client, quelqu'un qui ne connaît pas la technique. Les relations, elles sont claires dans les ovales, on voit bien la relation entre les entités. Ça se comprend même sans outils techniques. Alors que là, bon, ce sera peut-être un petit peu plus technique. Vous voyez qu'en plus des attributs, en fait, il y a un rectangle supplémentaire qui est le rectangle des méthodes. En fait, les méthodes, c'est les actions qu'on va pouvoir faire sur les objets de ma classe. Vous avez déjà vu ce terme en cours d'algorithmique. Nous avons parlé de méthodes pour toutes les fonctions jQuery qui s'appliquent sur un sélecteur. Vous voyez par exemple .css ou .html ou .prepend, .append, tout ça c'est des méthodes qui s'appliquent sur un objet.
Et donc on pourrait tout à fait, en UML, dire j'ai une classe qui est la classe, disons, élément HTML sélectionné par un sélecteur jQuery, et donc dire que cet élément, eh bien, il a des méthodes qui s'appliquent sur lui. Et en fait, là, vous avez toutes les méthodes jQuery possibles et imaginables. Et ça vous permet finalement de modéliser la bibliothèque jQuery pour dire on a des objets JavaScript qui se correspondent aux éléments HTML. Donc ça, c'est la classe élément HTML. Et puis, vous avez les méthodes qui s'appliquent dessus en JavaScript. Eh bien, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en Meurize et en UML? Eh bien, on a vu la relation en Meurize, qu'on mettait dans un ovale. Eh bien, en UML, il n'y aura pas d'ovale. On mettra juste un lien entre les deux classes et on mettra le nom de la relation juste au-dessus du lien. Enfin, à côté, quoi. Au milieu. Comment représenter les cardinalités? Alors là, ça commence à devenir un peu gênant, c'est-à-dire que ça ressemble mais c'est pas tout à fait pareil. Donc vous voyez, ça a l'air plus simple en UML. Bon, le point c'est pas vraiment plus simple, mais là, vous voyez, plutôt que mettre 1,1, on met juste 1. Plutôt que de dire n, on va mettre étoile pour dire joker, quoi, n'importe quel nombre. Puis si on veut éviter qu'il y ait 0 occurrence d'une table en relation avec les occurrences de l'autre table, eh bien on va mettre un 1, point, point, étoile pour une relation 1 en plusieurs. Pardon, pas une relation de 1 en plusieurs, une relation vers un ou plusieurs éléments de l'autre table. Du coup, on va les mettre sur les relations. Est-ce que c'est pareil que le modèle Meurize? Pas du tout. Ici, vous voyez que 0.1 correspond à ce 0,1. Et donc, c'est super. En fait, en UML, les cardinalités sont inversées. Elles sont dans un sens différent. Donc, attention à ça. Je vous rappelle la phrase magique pour Meurize, c'était « Pour une entité 1 donnée, elle est reliée à au moins une entité 2 et à O plus n entité 2. » On mettait bien la cardinalité à côté du sujet de la phrase, et bien là, ça ne sera plus le cas. En UML, c'est l'inverse. Pour un élément de la classe 1 donné, il est relié à un ou plusieurs éléments de la classe 2. Vous voyez, c'est peut-être plus logique UML, parce que quand vous faites votre phrase, votre cardinalité, vous allez la mettre plutôt à côté de l'objet de la phrase, du complément d'objet direct. Et du coup, ben, voilà, c'est mis plus proche dans ce cas-là. Bref, ne vous plantez pas. Bon, je vous dis, il n'y aura pas d'UML à l'examen. Ce sera juste pour vos projets que vous pourrez l'utiliser, vos projets à partir de la 2e année. Donc, retenez bien la phrase des cardinalités pour le modèle conceptuel des données de Meurize. C'est ça le plus important pour cette année. Donc, le principe quand même, c'est bien d'avoir le minimum, le maximum ici, là. Et bien là, pareil, en inversant à droite et à gauche, ce point, enfin celui-là correspond CD qui est là. Et donc, voilà, après inversion, on obtient ceci. Alors, comment représenter qu'on a des attributs dans la relation? Parce que là, oui, c'était bien pratique le petit ovale pour laisser de la place pour l'attribut. Et bien en fait, on va devoir mettre un lien en pointillé comme ça vers une autre classe qui va être la classe correspondant à l'association et on va mettre les attributs. Et là, vous voyez que en fait, ce modèle UML, il ressemble un peu au modèle physique des données, au modèle logique des données, puisque vous êtes en train de remplacer des relations par une relation avec une table en plus. Donc voilà, ça ressemble un peu à ce modèle logique des données aussi. Alors en fait, vous avez plus de choses que vous pouvez faire en UML. Les associations ne sont pas forcément symétriques. On peut dire qu'une classe joue un rôle prépondérant par rapport à l'autre, et c'est ce qu'on va appeler des agrégations. Il y a deux formes d'agrégation en UML, la composition et l'agrégation partagée. Voyons ce que c'est. La composition, c'est quand vous allez dire que vraiment deux éléments sont constitutifs, ils composent un troisième ici. Pour avoir un élément de la classe 1, en fait, les éléments de la classe 2 et de la classe 3 sont vraiment des sous-éléments de l'élément de la classe 1. Regarde, donc on va appeler l'élément de la classe 1 l'agrégat, et les éléments de la classe 2 et de la classe 3, les constituants. Et un exemple que je peux vous donner pour ça, c'est l'ordinateur qui est composé d'un écran et d'un disque dur. En fait, vu que
écran et disque dur sont des composants de l'ordinateur, un bon moyen de repérer qu'il y a une composition. Demandez-vous qu'est-ce qui se passe si jamais je supprime l'ordinateur, un ordinateur de mon modèle, enfin, correspondant à mon modèle. Eh bien, est-ce que je supprime l'écran associé ou le disque dur associé ou pas? Vous voyez, si vous êtes dans le cas d'une gestion des salles informatiques de l'IUT, eh ben vous allez dire oui, s'il y a un problème sur mon ordinateur, l'écran et le disque dur, certes ils sont là, mais ils sont inutilisables. Donc si je supprime l'ordinateur en disant il n'est pas fonctionnel, je supprime aussi l'écran et le disque dur. Par contre, si j'ai la vision de la personne qui a un stock de matériel, donc typiquement le centre de ressources informatiques, qui lui se dit mes ordinateurs je peux les recomposer comme je veux. Si je supprime un ordinateur, en fait je suis pas obligé de supprimer l'écran et le disque dur. L'écran et le disque dur ils existent indépendamment de l'ordinateur. L'ordinateur ce serait plutôt l'unité centrale en fait, la boîte contenant l'unité centrale. De l'unité centrale, pardon, contenant la carte mère, etc. Et bien dans ce cas-là, si j'ai vraiment une vision séparée de l'ordinateur, de l'écran et du risque, que chacun existe indépendamment des autres, eh bien je vais plutôt utiliser une agrégation partagée et juste dire qu'une classe est dépendante d'une autre classe. Et donc vous voyez, c'est le cas si jamais on veut enregistrer l'information que tel écran et telle finalement unité centrale sont reliés dans une salle, eh bien on aurait la classe 1 unité centrale, la classe 2 écran. Et vous voyez que quand même, on va dire que la classe 1 elle est prépondérante par rapport à la classe 2, donc on va quand même dire que c'est l'agrégat, la classe 1, et on va mettre le losange vide du côté de l'agrégat. Mais vous voyez, donc là ce serait pas ordinateur et écran, ce serait plutôt ici unité centrale et écran. Du coup l'écran il fait pas partie de l'ordinateur dans l'ensemble, mais il est associé à l'unité centrale, et c'est quand même l'unité centrale qui fait l'essentiel du boulot. Donc c'est l'agrégat, ce sera la classe qui est principale dans cette agrégation. Un autre exemple, avec des fournisseurs et des commandes, si vous avez ça dans votre base de données, par exemple du restaurant, que vous avez vu en TP, eh bien, quand vous supprimez le fournisseur, comme il n'existera plus, il faudra supprimer les commandes associées dans votre base de données. Vous n'allez pas garder des commandes où on ne sait pas à qui vous les avez passées. Pardon, non, justement, là on est dans une agrégation partagée. Donc non, on ne va pas supprimer les commandes si on supprime le fournisseur, si on est dans ce cas-là. Le fait de le mettre en agrégation partagée nous permet de garder les commandes, mais du coup de dire que c'était un fournisseur qui désormais n'existe plus. Et par contre, le fournisseur, vous pourrez le supprimer sans problème. Ouais, en fait, c'est plus adapté à la situation d'un restaurateur, puisque ces fournisseurs peuvent changer. Malgré tout, ils doivent garder les historiques des commandes. Désolé pour ce petit accro. Alors, comment on représente ça dans les méthodes de Meurice et UML? En fait, on a déjà vu que c'était que en UML, ces petits losanges. Mais en fait, c'est un autre truc qui ressemble, dont je voulais vous parler. Aussi un côté non symétrique, mais qui n'est pas exactement la même chose. C'est ce qu'on appelle l'héritage. Alors, l'héritage, c'est pas que vous avez des entités qui sont des constituants d'une autre entité, c'est des entités, des sous-entités, qui sont des cas particuliers, des restrictions de la surentité. La même chose ici, vous avez des sous-classes qui sont des cas particuliers de la surclasse. Alors, un bon exemple pour comprendre ça, je trouve, ce sont les formes géométriques. Si je vous donne toutes ces formes géométriques-là, vous voyez qu'il y en a qui sont des sous-classes d'autres, qui sont des cas particuliers d'autres. Par exemple, un carré, c'est un cas particulier d'un rectangle. Et un rectangle, c'est un cas particulier d'un polygone. Donc là, vous voyez, vous pourriez avoir, eh bien, comme surclasse en UML, vous avez la classe polygone, et comme sous-classe, vous avez la classe rectangle. Et encore en dessous, vous pourriez rajouter encore une sous-classe carré. Et puis là, ce serait une autre sous-classe, ce serait la sous-classe losange. Puisqu'un rectangle n'est pas un losange, et un losange n'est pas non plus un rectangle. Eh bien voilà, je vous laisse peut-être, si vous voulez, faites un arrêt sur image pour compléter sur votre cours la feuille qui me semble correspondre à ça. Et puis, vous relancez la vidéo dès que vous avez fini pour voir la solution. Alors là, voilà la solution. Si j'écris mes différentes formes géométriques comme cela,
voici les différentes flèches qui correspondent à mes héritages. Alors, oui, c'est juste le cercle, j'ai pas mis d'héritage parce que le cercle, c'est pas vraiment un polygone. Un polygone doit avoir des côtés, un nombre fini de côtés. C'est pas vraiment le cas d'un cercle. Alors bon, si j'ai envie de dire que, en fait, dans mon stockage de base de données, si je veux vraiment stocker des formes géométriques dans ma base de données, et que finalement un cercle il partage plein de propriétés avec un polygone, eh bien je peux quand même mettre un héritage, juste pour dire que même si c'est pas vraiment un polygone au sens mathématique du terme, eh bien qu'il partage quand même avec le polygone le fait d'avoir une couleur de bordure, une couleur de fond. Et par exemple qu'on peut avoir une méthode .mouseOver qui permet de, en jQuery, lancer des actions quand on détecte que la souris passe par-dessus le polygone. Et donc vous voyez, c'est tout l'intérêt de l'héritage, c'est de dire que si vous créez ici des propriétés, donc des attributs, comme la couleur de bordure et la couleur de fond, eh bien, toutes les sous-classes auront ces mêmes propriétés. Elles hériteront de ces propriétés-là. De la même manière, si vous êtes en code, en algorithmique, en JavaScript, eh bien, avoir une surclasse qui a la méthode .mouseOver permettrait de dire que toutes les sous-classes ont une méthode qui s'appelle .mouseOver aussi. Alors bon, on verra en JavaScript, d'ailleurs non, je suis pas sûr qu'on verra comment ça marche, les classes et les objets, peut-être en deuxième année, mais l'héritage est un petit peu spécial. En JavaScript, il y a un système qui s'appelle le polymorphisme. Bon, bref. Bon, on verra ça plus tard. D'ailleurs, ça s'appelle pas du tout le polymorphisme. Bref, c'est un dispositif spécifique. Mais voilà, juste pour vous dire que ça existe dans certains systèmes, dans certains langages de programmation. L'héritage est vraiment utilisé pour vous éviter de recoder plusieurs fois une même méthode. Vous allez la mettre dans la surclasse et automatiquement, elle va se répandre dans les différentes sous-classes que vous avez en dessous. Et bien voilà, c'est la fin de ce cours de base de données. Vous aurez vu aujourd'hui à la fois des choses avancées en SQL, enfin un petit peu plus avancées. On n'a pas tout vu, hein, il y a encore plein de trucs qu'on peut faire plus avancés en SQL. On peut utiliser par exemple des expressions régulières pour faire des recherches sur des chaînes de caractères qui vont être un peu plus subtiles que juste dire ça commence par ça ou ça se termine par ça. Il est possible aussi de combiner plusieurs requêtes dans une même requête, et donc ça, vous le verrez plus tard, si jamais ça vous intéresse de poursuivre dans ce domaine-là. Voilà, on a vu aussi donc une dernière méthode de modélisation, la méthode UML. Donc le truc le plus important à retenir, c'est que les cardinalités sont inversées par rapport au modèle dans Meurize, modèle conceptuel des données de Meurize, mais vous avez appris aussi que vous pouviez faire davantage de choses, en particulier les agrégations. Et bien voilà, on se retrouve sur le chat textuel si vous avez des questions, et de toute façon avec Monsieur Dang en TP et en TD pour continuer à mettre tout ça en application, et le combiner avec du PHP, avec Alexandre Ferraille et moi-même. A bientôt.